Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler de l'autodéfense mentale pour personnes psychologiquement faibles. Mesdames, Messieurs, vous savez que nous vivons désormais dans un monde de culture globale. Oui, un monde de culture globale où il y a autant d'infos comme de flops, de désinfos qu'on appelle l'intox. Oui, nous vivons dans un monde global d'Internet, fait d'infos, des fox, d'intox, de flops, de top 10, de médias et des réseaux sociaux. Nous vivons aussi dans un monde où les rapports entre humains se dégradent tant au niveau politique, économique que social. N'en parlons pas des empreintes écologiques, des perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, aucune condition psychologique ne sera plus stable. Parce qu'on ne sait même plus qui informe qui désinforme qui manipule qui. Donc on s'est dit que face à ces contraintes psychologiques, donc je n'ai qu'un seul devoir humaniste de donner quelques outils d'aide à la décision aux plus faibles d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas informés, ceux qui sont faibles psychologiquement et autres, pour leur permettre de s'auto-défendre. L'autodéfense, c'est comme tout le monde, hein? Donc on se défend. Donc il faut se défendre, avoir là où se trouve la bonne information. Et comment réduire au silence la mauvaise information et trouver la juste information, la juste info. Oui, vous savez que l'inégalité sociale entre individus, c'est aussi le problème d'information. Si vous n'avez pas la bonne information, vous pouvez se retrouver dans des situations un peu plus compliquées dans ce monde où chacun essaie un peu d'exploiter l'autre. Donc si vous n'avez pas la bonne information, la bonne culture d'information, il est sûr et certain que vous pouvez être broyé et définitivement. Mesdames, Messieurs, donc je vais donner quelques informations scientifiques, mais aussi psychologiques et sociales dans cette vidéo. Donc, par rapport au titre que vous avez vu sur cette vidéo. Donc, la vidéo s'adresse spécialement aux plus faibles, psychologiquement. Vous savez que la faiblesse, elle touche tout le monde, c'est-à-dire du clochard au milliardaire. Donc, à un moment donné, c'est comme dans la vie. On peut être con ou imbécile de quelqu'un d'autre. Voilà. Je crois que con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment que tu les rencontres. Mais il me semble qu'on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment avoir les outils et pouvoir se défendre. Donc, je vous dis que la situation de la faiblesse psychologique qu'on s'est fait avoir ne touche pas que les plus faibles du point de vue social, mais ça touche tout le monde, des magistrats au président, aux ministres et tout ce que vous connaissez. Donc, bien entendu, et ils sont entourés, ils sont informés, ils ont des psychanalystes, ils ont des psychologues, ils ont tous les moyens. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, d'où l'enjeu d'avoir la bonne information donnée par des spécialistes, ceux qui connaissent ces problématiques, qui ont vécu la réalité de cela. Mesdames, Messieurs, comment devient-on psychologiquement faible? Et psychologiquement faible par rapport à qui? Certaines personnes sont-elles prédisposées à la faiblesse psychologique attitude et d'autres non? Et pourquoi et comment? Mesdames, Messieurs, les personnes psychologiquement faibles sont facilement influençables et manipulables à volonté. Ici, la manipulation mentale désigne l'ensemble des tentatives
et des stratégies psychologiques obscures ou occultes de fausser ou orienter la perception de la réalité d'un individu en usant des rapports de pouvoir, de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire ou consentie. Mesdames, Messieurs, la personne psychologiquement influençable ou manipulable est forcément sous l'emprise, soit d'un ami, d'une famille, des membres de famille, d'un conjoint, d'un imposteur, d'un tyran, d'un voyant, soit sous l'emprise d'un pasteur, d'un gourou, d'un marabout, d'une secte, bref, sous l'emprise de quelqu'un de psychologiquement plus fort que lui. Oui, d'autres psychologiquement forts ne sont pas facilement influençables ou sous emprise. Mais dans la vie, on peut passer d'un état de force à un état de faiblesse. Le plus important, c'est le racinement de la personne par rapport à son vécu. Mesdames, Messieurs, alors, certaines personnes sont-elles prédisposées à la faiblesse psychologique attitude et d'autres non? Et comment devient-on psychologiquement faible? Mesdames, Messieurs, pour la faiblesse psychologique, une seule direction, le cerveau, des émotions et de la formation de la mémoire. Le fameux système limbique. Le système limbique est le nom donné à un groupe de structures de notre sympathique cerveau, jouant un rôle très important dans l'olfaction, le comportement et en particulier dans diverses émotions comme l'agressivité, la peur, le plaisir, le dégoût, la tristesse, le remords, la déception, la soumission, l'acceptation, l'amour, la joie, etc., etc., ainsi que dans la formation de la mémoire. Mesdames, Messieurs, on sait que le système limbique exerce une influence sur le système endocrinien, organe sécrétaire d'hormones, et notamment dans les mécanismes cérébraux de notre comportement en société et notamment le comportement affectif. Mesdames, Messieurs, la personne psychologiquement influençable ou manipulable est forcément envahie par ses émotions qui dépassent largement sa conscience psychologique, c'est-à-dire celle liée à la raison, le cerveau cognitif. Pour en savoir plus, prenons le cas des bébés, par exemple. Pourquoi les bébés pleurent si facilement? C'est parce qu'ils sont trop petits pour gérer leurs émotions. En effet, le système limbique ou le cerveau des émotions des bébés est encore au stade juvénile, c'est-à-dire en construction. La gestion des émotions est donc une construction mentale. Elle peut être aussi un effet d'exercice ou d'entraînement. C'est ce que je vais vous expliquer un peu plus tard. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que la personne psychologiquement influençable ou manipulable est forcément envahie par ses émotions qui dépassent largement sa conscience psychologique, c'est-à-dire celle liée à la raison, le cerveau cognitif, le cortex cérébral. Mesdames, Messieurs, le rôle psychopathologique de certaines zones de contact entre les neurones du système limbique, c'est-à-dire le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, et le cortex cérébral, c'est-à-dire le cerveau de la raison, de la conscience, est essentiel dans la faiblesse psychologique innée. En effet, la mutation des gènes impliqués dans les déficiences mentaux et la faiblesse psychologique entraînent souvent un dysfonctionnement au niveau des synapses, structure essentielle pour la communication neuronale.
mesdames, messieurs. Très nombreux sont les experts qui vous examinent d'ailleurs, oui, qui ne détectent cette psychopathologie innée qu'à l'occasion d'examens poussés sur les origines innées ou acquis en liant avec les troubles de la personnalité ou troubles caractériels et voire affectifs de leurs patients. Mesdames, Messieurs, dans des cas de faiblesse psychologique acquise, la personne influençable est certainement dans un état psychologique de faiblesse, bien sûr, aggravé par une situation sociale et voire professionnelle. Alors, l'autodéfense mentale pour personnes psychologiquement faibles et comment s'en servir, mesdames, messieurs. Vous savez que nous vivons dans un monde de brebis. Il y a autant de cons, des clochards milliardaires, que de profiteurs, aussi du clochard milliardaire. Et chacun essaie malgré tout d'exploiter au minimum l'autre. Et souvent sans investir parfois. Oui, c'est un point crucial, car comme le dit Pierre Rabhi, on peut manger bio, s'échauffer au panneau solaire, se déplacer en vélo et exploiter son voisin. Oui, c'est un point crucial, car, comme le dit Pierre Rabhi, on peut manger bio, s'échauffer au panneau solaire, se déplacer en vélo et exploiter son voisin. Et surtout si celui-ci est psychologiquement ou socialement faible. Je dirais psychologiquement faible et socialement riche. Ah oui, bonjour les dégâts occasionnels. Ne parlons pas des reptiliens, des imposteurs, des manipulateurs et des gourous. Oui, les dégâts sont colossaux. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans la dynamique des espèces animales, et notamment dans les relations entre proies et prédateurs, ou entre dominés et dominants, il ne faut surtout pas s'afficher, soit comme un être faible ou malade, ou soit comme un animal blessé. Sinon, la punition est instantanée. Oui, je ne veux pas parler de l'histoire des charognards, ou des félins, ou des... Voilà. Et pourquoi? Parce que nous sommes là, au cœur même de la loi de la jungle, c'est-à-dire celle du plus fort. C'est de la sélection naturelle. Oui, l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminé naturel. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas tout. Ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est d'abord la raison. Nous, humains, nous avions déjà franchi la barrière de la raison, bien entendu. La raison d'avoir un cerveau. La raison d'oser dire non. La raison de savoir juger par soi-même. La raison de réfléchir et de penser, etc. Mesdames, Messieurs, l'autodéfense mentale pour personnes psychologiquement faibles est d'abord celle de la gestion individuelle de la raison. Celle-ci ne doit certainement pas être dépassée par ses émotions. Avoir des émotions, c'est bien, mais savoir faire le pour ou le contre, c'est mieux que tout. Je vous invite donc d'élever ou d'augmenter vos fonctions cognitives. Par cette élévation, vous sera donné la possibilité d'agir sur vous-même pour vous transformer au niveau mental, psychique et intellectuel. L'élévation mentale, c'est la force psychologique. Le psychisme, c'est l'âme. Et l'élévation intellectuelle, c'est la force de l'intelligence, c'est-à-dire la possibilité d'adaptation en fonction de la situation et des éléments. Mesdames, Messieurs, ce qui nous distingue
fondamentalement des animaux. C'est aussi l'esprit humain, l'esprit critique. Nous, humains, nous avions déjà franchi la barrière de l'esprit. Les animaux ne passent pas leur temps à critiquer les histoires de combat, de chasse, de pêche, de périodes de lutte des uns et des autres. L'esprit humain, l'esprit critique, oui, est humain. Il est l'interaction entre nos sensations venues de nos 5 sens qui arrivent par le cerveau social, dit le reptilien, puis transformées en émotions par le cerveau affectif ou le système limbique et en fait traduit en conscience psychologique, c'est-à-dire celle liée à la raison, et en conscience morale, c'est-à-dire celle liée à la barrière entre le bien et le mal par le cerveau cognitif ou le cerveau de la conscience et de la raison. Mesdames, Messieurs, l'autodéfense mentale pour personnes psychologiquement faibles est aussi celle de la gestion individuelle de son esprit, l'esprit critique. Vous devez éveiller donc en vous l'esprit critique, car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'innovation individuelle, mais également le veille de conscience psychologique et morale. Mesdames, Messieurs, ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est enfin la conscience, oui, la conscience identitaire. Les animaux ne sont pas conscients de leur identité. La conscience psychologique, celle liée à la raison, est enfin de la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Dans tous les cas, je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, je vais donc le mettre ici en lumière, le socle même du comportement psychologique de l'individu. Mesdames, Messieurs, l'autodéfense mentale pour personnes âgées, ou personnes faibles, ou personnes psychologiquement faibles, c'est comme l'instruction. Ça s'apprend. Et comment? D'abord, avoir confiance en soi. Éviter en permanence la haine en soi. Une auto-dévaluation et un auto-reniement inconscient. D'éviter de cultiver inconsciemment ou non le psychisme de faiblesse tant psychologique que sociale. Mesdames, Messieurs, vous devez savoir gérer son autodéfense mentale comme un état d'esprit, c'est-à-dire comme une force d'autonomie psychique. Oui, comme une force d'autonomie psychique. Oui, l'autonomie psychique est enfouie dans notre conscience individuelle. Celle-ci est d'ailleurs le reflet non seulement de sa propre anthropologie, mais également de son éducation, de sa culture et de la société à laquelle l'on appartient. Mesdames, Messieurs, l'autodéfense mentale est aussi dans l'enracinement de l'individu par rapport à son vécu. Par exemple, certaines personnes ont vécu des situations émotionnelles et psychologiques insupportables, intolérables et voire dramatiques. Ces individus ont acquis une espérance et seraient donc un peu plus immunisés contre toute tentative obscure ou occulte usant d'un rapport de pouvoir, de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission non volontaire ou consentie. Oui, il est désormais, ou il a désormais une autre orientation ou perception de la réalité psychologique. Mesdames, Messieurs, d'autres personnes plus fortes psychologiquement
ne sont pas facilement influençables ou sous emprise. Mais dans la vie, je vous rappelle que l'on peut passer d'un état de force à un état de faiblesse. Oui, le plus important, c'est l'enracinement de la personne par rapport à son vécu. Mesdames, Messieurs, savoir gérer son autodéfense mentale, c'est d'en prendre conscience, de prendre confiance en soi, de mieux se considérer soi-même, de se sentir toujours capable de réfléchir et de penser sur des projets personnels et de prendre toujours sa vie en main, quels que soient les vents et marées. Il ne faut pas hésiter un seul instant à se faire accompagner dans le cadre d'un suivi psychologique individuel ou en groupe de paroles de nature critique ou d'autocritique. Je vous rappelle que la critique aiguise non seulement l'intelligence, la créativité et l'innovation individuelle, mais également le veille psychologique de sa conscience. Mais quelle conscience? La conscience psychologique d'abord, celle liée à la raison, celle des sentiments, celle du pour et du contre, celle de la philosophie. Oui, la raison d'oser dire non, la raison de philosophie aussi. Et enfin, la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Oui, c'est pas bien ça. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, donc il faut éviter ceci. Et donc, un cas de prise de conscience universelle au niveau psychologique, philosophique, politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.